rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission animée par Nathalie Croiset. Place donc au grand dossier du rendez-vous du Mondial du bâtiment, toujours très présent pour cette saison 2 de ce rendez-vous du Mondial. Chaque mois, nous organisons un débat autour des thématiques majeures, évidemment, pour l'avenir du bâtiment. L'ARE 2020 est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. On va se poser la question de quels impacts attendus sur le coût de la construction. Pour en parler avec nous, Stéphane Cochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte chez A. Alors c'est 0003. Non, c'est A003. Voilà, c'est ça, plus précisément. Architecte, alors quelques mots pour vous présenter. Donc Stéphane Cochet, A003 architecte. Donc nous on est spécialisé, donc on est certifié Passive House Designer, un petit peu comme l'ensemble des participants qui sont autour de cette table, me semble-t-il. Et donc on fait principalement du logement collectif, spécialisé en construction bois et bas carbone. Voilà, on est pas mal reconnu, on a eu pas mal de prix, de Green Awards, de Trophée Bois Île-de-France 2016. Voilà, on fait principalement du logement plutôt social ou accession sociale. Voilà. D'accord, et bien évidemment vous allez en revenir un peu plus en détail pour nous en parler au cours de cette table ronde, on peut dire. Alors on poursuit avec les autres invités. Maxime Brard, bonjour. Bonjour. Qui est donc CEO fondateur d'Ecolocost et maintenant Woodblock, c'est ça, il y a les deux aussi. Exactement, Ecolocost est en train de devenir Woodblock pour passer à l'étape supérieure qui est la massification du logement passif avec de la construction 3D locale. De façon à pouvoir démocratiser le logement passif, notamment par le prix. Voilà, et on le comprend, il y a beaucoup de bois dans cette histoire aussi. Pour le carbone, oui. Et en tout cas, dans Woodblock aussi. Et Tuc Dual, Alain, bonjour. Bonjour. Qui est donc gérant de l'équipe ingénierie, directeur technique de la Maison Passive. Aussi. Alors je l'ai été. Vous l'avez été, donc vous ne l'êtes plus. Je suis toujours à la Maison Passive en D'accord. tant qu'association. Donc je suis gérant d'équipe ingénierie. On est un bureau d'études tout corps d'État, effectivement spécialisé dans les constructions passives, avec tout type de construction, donc compris logement collectif, tertiaire, école, la petite enfance, voilà, du bureau. On travaille sur toute la France. Et on travaille beaucoup les histoires de coûts, effectivement. Alors justement, l'histoire de coût, on va y arriver, puisque je disais que donc c'est une question qui a été soulevée à plusieurs reprises, et notamment il y a eu un rapport du Sénat l'an dernier, en mars dernier, qui parlait d'un impact significatif sur les logements neufs. Le gouvernement, dans une évaluation préalable, aurait indiqué des surcoûts. Alors je donne les chiffres tels quels, entre 3 et 5% pour le début, on va dire, 5 à 8% pour les années qui suivent, et jusqu'à 15%, paraît-il, à compter de 2030. Donc on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment une hausse des coûts de construction ? Si oui aussi, parler de ce dont je parlais tout à l'heure, aussi le retour sur investissement. Et puis on sait bien que ce sont de toute façon des sujets qui sont incontournables. On va en parler avec vous, mais tout d'abord peut-être de la part des uns et des autres, déjà un commentaire sur cette réglementation RE 2020 qui remplace donc la RT 2012. On a beaucoup parlé, puisqu'on avait un décryptage l'an dernier sur ces sujets-là. Comment vous l'appréhendez, cette RE 2020 ? Stéphane Cochet. Écoutez, faut saluer les avancées qui ont été faites avec la prise en compte du carbone embarqué, que ce soit pour l'énergie consommée que pour la mise en œuvre, la construction. Donc on a suivi, il y a eu beaucoup de batailles. Moi je représentais l'ordre des architectes l'ordre des architectes nationales sur certaines tables rondes de mise au point, de discussion avec la DGHUP sur la RE 2020. On a vu se lever pas mal de boucliers, notamment sur les questions du BBio à moins 30%. Donc on est ravis que ce BBio ait été conservé. On a fait partie de l'expérimentation E+C- avec l'ADEME. Donc il y a eu certains quand même recul. Après, moi, ce que je reproche un petit peu, on va dire, à cette RE 2020, c'est qu'elle est très axée sur l'énergie, comme la plupart des réglementations thermiques françaises depuis la RT de 74. Alors que finalement, si vous voulez, l'indice énergie carbone, l'indice carbone énergie, il est lissé sur 50 ans avec en fait un mix énergétique qui risque d'évoluer très fortement, très rapidement. Et lissé construction, donc l'impact carbone de la construction, lui, c'est ce qui émet tout de suite du carbone, donc c'est ce qu'on se prend tout de suite dans la figure. Et à l'horizon 2030-2040, je trouve que les exigences ne sont pas assez élevées. Alors, est-ce que c'est un avis que vous partagez, Maxime Brard ?
Alors, dans la grande partie, bien sûr, je m'aligne en fait comme toutes les personnes qui ont fait le choix de réfléchir sous des critères PHPP, c'est-à-dire avec une conception Passive House. On est tous un petit peu déçus de ne pas aller plus loin, que ça n'aille pas, va dire, un peu plus haut. Néanmoins, parce qu'on parlait de plus, c'est moins, finalement, on a fait disparaître un peu cette histoire. Moi, j'ai fait partie des pionniers. On a parlé longtemps de bâtiments à énergie positive, là, on ne sait plus trop où ils ont passé. Non, on ne sait plus trop. Alors, je suis d'accord, effectivement, moi, j'ai fait partie, justement, j'ai parié sur le fait qu'en fait, il fallait aller à fond là-dessus quand j'ai créé ma société. J'ai fait partie des pionniers du E+C-, en ayant réalisé une opération en 2017. J'ai réitéré l'opération en livrant une opération l'année dernière qui était E3, C2. Aujourd'hui, exit le BPOS. Ce qui est un niveau quand même assez élevé. C'est pas, E3, c'est C2 pas en logement, c'est, je pense, ce qu'on peut faire de plus élevé, parce qu'après, la part en fait, de production d'eau chaude sanitaire est trop importante en fait, pour arriver à être compensée et arriver en fait, à faire le E4, C2, qui était en fait, le 20 sur 20 du E+C-. Mais néanmoins, moi, je salue en fait, que ça va dans la bonne direction. Je pense que ça prend un peu de retard. Ça aurait dû arriver en 2018. On appelle ça 2020. Aujourd'hui, on est en 2022. C'est ça. On est en train de dire youpi, ça démarre. Et en fait, dans les faits, il se passe pas grand-chose jusqu'en 2025. Donc voilà. Et donc en fait, on va arriver en 2028 avec quelque chose qui va arriver en 2030 qui s'appellera 2020. Je pense qu'en fait, on est en train d'essayer de courir après le train. On va un peu trop lentement. Moi, certains disent d'ailleurs qu'on va sûrement la réajuster. Je sais, il y a eu Stéphane vient de le dire, il y a eu des levées de boucliers, les armes sont pas baissées, on est en trêve. Ceux qui aujourd'hui ont peur de ça vont essayer de revenir à la charge pour on va dire, essayer de torpiller un peu toutes les bonnes actions. Néanmoins, moi je le vois sur mes clients. Il y a un surcoût, oui, on peut dire qu'effectivement ça coûte plus cher, mais le bénéfice en fait qu'on a derrière, il est phénoménal. Moi, j'ai des clients qui me parlent de qualité de vie, ma gamine ne fait plus de crise d'asthme, j'ai plus d'allergie, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas forcément lié à la RE 2020. Non, c'est pas lié à la RE 2020. C'est lié en fait à la conception passive de se dire, est-ce que si je fais un bâtiment bien isolé avec donc une double flux, avec des choses comme ça, ça on va y arriver sur le sujet, puisque finalement c'est. Mais j'estime que donc la RE 2020 va quand même dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus facile de passer, on va dire, de la RE 2020 plus au passif, ou de réfléchir en passif pour être sûr d'arriver à la RE20 que de ne pas faire ce chemin intellectuel. Alors on va y arriver, mais on va terminer, on va dire la boucle sur le commentaire sur la RE 2020 avec vous, Tugdual Alain. Bon, alors c'est vrai qu'on a bien compris que c'était un peu mitigé, mais vous le soulignez, il y a quand même une vraie plus-value environnementale. Il faut avouer, je rejoins ce que dit Stéphane, c'est la première fois où on se pose la question sur comment construire. Sur la partie énergie, alors on est formateur RE 2020, on a fait beaucoup de simulations. On peut discuter pendant. Ça va dans le bon sens, c'est mieux, mais bon, il y a encore tout un tas d'aberrations, mais c'est pas grave, ça va quand même dans le bon sens. Mais c'est quand même vraiment la première fois où on se pose la question sur c'est quoi, entre guillemets, bien construire d'un point de vue sociétal pour l'ensemble de la construction. C'est quoi l'impact environnemental d'une construction, etc. Donc voilà, rien que ça. Je trouve ça très bien. Après, si on regarde dans le détail, oui, il y a tout un tas de choses qui sont pas cohérentes, mais c'est bien. Voilà, c'est un premier pas qui est quand même plutôt bien. Et ça va changer effectivement tout un tas de raisonnements et de choses aberrantes qui se construisent. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne pourra plus faire. C'est vrai. Ceux qui fabriquent en alu, il y aura beaucoup moins de métal, beaucoup moins de béton. Voilà, alors il y a 2-3 lobbies derrière qui effectivement vont freiner, mais ça va amener, je suis sûr, de l'innovation. Quoi qu'il se passe, ça va obliger les industriels, même les bétonneux, il va falloir qu'ils repensent leur métier, comme l'industrie automobile, qui est obligée de repenser leur façon de faire avec l'électrification. Ça en fait partie. Voilà. Je trouve globalement c'est une bonne chose.
Après, on est là pour discuter du détail et il y a pas mal de choses. Ouais, exactement. Alors, de toute façon, j'allais dire, et vous l'avez signalé, vous, à travers la maison passive, hein, vous n'avez pas attendu la RE 2020 pour faire justement on va dire des constructions, des élaborations avec des seuils qui sont même plus élevés que la réglementation ne peut le fixer. Donc, on va faire ce tour de table aussi pour savoir concrètement ce sur quoi vous avez travaillé et puis aborder la question évidemment du coût, puisque c'est autour du débat. Alors, Stéphane Cochet, je commence par vous. Peut-être vous avez commencé à parler déjà d'expérimentation, de choses que vous avez faites en la matière et de choses avec des seuils élevés, on va dire. Alors oui, avant ça, je voudrais, si vous me permettez, je voudrais quand même faire une petite remarque qui me semble quand même importante. C'est-à-dire que la construction neuve, ça représente pas grand-chose par rapport aux enjeux finalement qui sont les nôtres et de la stratégie nationale bas carbone. Donc on fait une RE 2020 avec 2-4 ans de retard, ça dépend comment on calcule, mais on est toujours sur la réhabilitation avec une RT 2005 par élément. Or le gisement pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, ils sont là. Et en fait, avec cette RT qui date de 2005, donc c'est une RT qui date de plus de 20 ans, qui n'est pas du tout adaptée aux exigences qui pourraient être les nôtres, et ben on est en train de tuer un gisement potentiel important de gain carbone. Voilà, ça c'est dit. Donc la RE 2020, c'est 1%, je crois. Oui, c'est ça, c'est 1 à 2%, on va dire, au mieux, quand voilà, donc, les bonnes années. Il y aurait vraiment un effort important à faire sur le logement existant. D'ailleurs, on va en parler dans la réglementation européenne aussi. On pousse un maximum au niveau de la rénovation. Donc ça veut dire que la France va être obligée de suivre. Le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat pointe le fait que le parc de logements, que ce soit en habitation ou en tertiaire en France, est un des moins performants d'Europe. Oui, parce qu'on a du G encore. Comment ça on a du G, c'est ça encore. C'est même pas ça, c'est que c'est un des moins performants d'Europe. Voilà. Donc il y a un vrai travail à faire. Après, la responsabilité du secteur du bâtiment, si on veut rapidement faire un tableau, c'est 80% des déchets produits en France, dont 40% qui sont seulement liés au BTP. C'est le premier secteur consommateur d'énergie en France. C'est un des premiers secteurs émetteurs de carbone, si on y ajoute l'activité, puisque les 19% qui sont souvent mis en avant d'émissions carbone, ce n'est que la consommation, les émissions carbone liées à la consommation énergétique du logement et du tertiaire, mais ça ne prend pas en compte toute l'énergie grise en fait qu'il est nécessaire pour construire les bâtiments. Si on y adjoint l'énergie grise, on est aux alentours de 30% d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui en fait un des premiers secteurs émetteurs devant le transport. C'est aussi 50% de la matière première consommée en France. Donc c'est un impact, vous voyez, assez important quand on aligne tous ces chiffres-là. Ensuite, sur la question de l'expérimentation ou de la construction, le problème, si vous voulez, c'est que la France, la manière dont on a de construire depuis 40 ans les logements en France, c'est un peu une particularité française. C'est-à-dire qu'on construit, alors je suis désolé d'être un peu frontal, mais un petit peu comme au 19e siècle. C'est-à-dire que le mouvement moderne, dans les années 1920, quand le béton est apparu, le béton devait libérer la construction. C'est-à-dire que ça devait nous sortir d'une construction maçonnée avec des murs porteurs, des refends porteurs, etc. Et on avait inventé ce qu'on appelle le plan libre, c'est-à-dire le poteau dalle. Et vous avez envie de dire que ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, 90% des constructions en France sont en béton branché en façade porteuse et en mur de refend. C'est-à-dire qu'on construit nos bâtiments exactement comme au 19e siècle, sauf qu'on a remplacé la pierre par du béton. Alors justement, on va peut-être en sortir avec cette réglementation. On a aussi des champions de l'entreprise générale qui sont français, qui sont des champions du béton. Je ne veux pas... on est les seuls à construire de cette manière-là, avec une isolation par l'intérieur. Donc c'est lié à une histoire énergétique, à une histoire, etc. Mais bon, donc... Nous, ce sur quoi on milite aujourd'hui, sans faire la révolution dans le bâtiment, c'est de revenir, donc on le fait très bien dans le bâtiment tertiaire, donc c'est de revenir à des systèmes constructifs poteaux dalles, qui en plus laissent des possibilités énormes pour la mutabilité de nos bâtiments, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas des bâtiments qu'on construit depuis les années 80 avec des refends, où les faire évoluer, les réhabiliter, c'est très très lourd. Donc on préconise de revenir au poteau dalles, béton, avec des façades rapportées, et notamment des façades rapportées bois, qui permettent d'intégrer en atelier une préfabrication très poussée. Et en fait, quand on regarde les coûts à performance énergétique équivalente, on est
sur des coûts à peu près équivalents à des murs banchés avec de l'ITI ou de l'ITE, donc isolation par l'extérieur ou de l'isolation par l'intérieur. Et on atteint très très facilement du coup les B-bio à moins 30% avec des bâtiments très performants, mutables dans le temps, qui embarquent du biosourcé et qui donc permettent d'atteindre facilement les exigences de la RE 2020 et des labels biosourcés au minimum niveau 2. D'accord, donc un coût tout à fait raisonnable. Alors justement, vous faire commenter ce qu'a dit Stéphane Cochet, puis plus globalement, on arrivait à la question du coût, vous, dans vos réalisations. Je vais juste revenir sur un point pour vos auditeurs, sur l'impact en fait, de la construction neuve sur le marché. Si on se réfère au dernier rapport du Shift Project qui est sorti en septembre et qui nous dit, bon bah voilà, si on veut tenir nos objectifs carbone à horizon 2050, quelle est la ligne de trajectoire qu'on doit prendre ? On est sur à peu près 400 000 nouveaux logements neufs par an pour les 10 années qui viennent, et après on descend doucement jusqu'à 250 000 en 2050. Ça veut dire qu'on va construire 10 millions de logements neufs, RE 2020, RE 2025, 28, etc., sur les 30 prochaines années, sur un parc aujourd'hui de 30 millions de logements. Donc la part, elle n'est pas nulle. On va dire, on va construire plus 30% de logements, on va construire en 2050. Après, il y a la question de savoir, est-ce qu'on doit construire encore plus ou justement est-ce qu'on doit rénover ? En fait, tant que la population croît, voilà, que les gens divorcent, à un moment donné, soit on a tous des temps de quechua, ou alors à un moment donné, il va falloir effectivement... Moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'aussi on doit réfléchir en termes de mètres carrés, négawatts, des choses comme ça. C'est-à-dire que moi, je fabrique des maisons de 80 mètres carrés. De sobriété énergétique, pour résumer. Je veux dire, se dire, tiens, on est une famille de 4 personnes, on va vivre dans un logement de 160 mètres carrés, et donc on a un super rapport au mètre carré parce qu'effectivement notre consommation d'eau chaude qui pèse à 50% dans le bilan de la maison, il est réparti sur 160 mètres carrés au lieu d'être réparti sur 80. Moi je trouve que c'est une ineptie. Voilà. C'est de construire les logements dont on a besoin, de construire la place dont on a besoin et pas plus. Voilà. Donc moi je limite volontairement en fait justement les choix de ma société à certains modèles qui vont me permettre derrière d'industrialiser, et donc par l'industrialisation et on va dire le choix de restreindre volontairement façon Ikea en fait, façon constructeur automobile, certains choix pour un certain type de marché, de pouvoir rendre le coût abordable. Que... Mais j'imagine, enfin, coût abordable, mais si vous rajoutez une fenêtre, si le mur devient plus épais, enfin, il y a par la force des choses, il va y avoir un coût supplémentaire quand même. Tout le monde va comprendre que si on est sur un mur qui fait 35-40 cm à la place d'un mur qui fait 24-27, il va coûter 50% plus cher. Le triple vitrage, c'est un vitrage de plus, ça coûte plus cher. Chez moi, concrètement, j'ai fait le comparatif entre l'ART et la version plus c'est moins qui devrait être de l'Aéro 2020 plus, c'est-à-dire l'Aéro 2020 30. Voilà. 30. On est à 300 € de surcoût. C'est-à-dire que sur une maison qui devrait coûter 1 500 € à prestation égale, on atterrit à 1 800 €. C'est-à-dire qu'on a un surcoût de 20%, si on veut parler en pourcent, ou on a un surcoût de 30 000 € sur une maison. Mais c'est ça qui est intéressant de regarder. C'est pas forcément les pourcents, c'est en euros à la bête. À la bête, ça fait 30 000 €. 30 000 €, c'est exactement l'économie d'énergie que va faire ce foyer sur ses charges de chauffage, d'énergie, de consommation sur 20 ans. Sauf que si on réfléchit financièrement, encore une fois, la valeur verte du logement dans 20 ans, elle ne sera pas du tout la même. Parce que si vous avez un logement qui a une charge 3 fois plus élevée en termes d'énergie, sa valeur marchande ne vaut pas la même. Il ne faut pas oublier que les prix de l'énergie... a priori, n'ont pas de raison de diminuer. Mais on est à 6% par an et là, c'est en train de s'emballer. Donc voilà, moi j'ai livré des clients l'année dernière, avec une chaufferie au granulé bois, avec un approvisionnement qui se fait à moins de 100 km de chez eux. Aujourd'hui, ils me remercient tous. Ils ont acheté une maison. Moi, je leur ai vendu une maison passive avec des granulés bois, etc. Donc en fait, ils ont acheté plus que ça. Et aujourd'hui, ils se rendent compte en fait de la chance qu'ils ont et du bénéfice. Enfin, l'idée c'est d'avoir un coût supérieur au départ, mais au bout du compte on s'y retrouve, le fameux retour sur investissement dont je parlais. Mais en fait le retour sur investissement il est plus rapide qu'on croit. D'accord. Moi ce que j'ai calculé c'est pas effectivement le retour sur investissement, on l'a si on regarde vraiment sur le coût des consommations sur 20 ans, mais si vous prenez la valeur verte du logement, on est plutôt entre 7 et 15 ans. Donc en fait si on construit un logement pour 50 ou pour 100 ans,
Je veux dire, c'est une ineptie de ne pas aller vers quelque chose de plus performant, de meilleure qualité. Ça devrait presque être, pour moi, rendu obligatoire, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de voter des passes vaccinales. Moi, si j'étais, je sais pas moi, président de la France, je voterais par exemple une obligation des logements passifs pour toutes les constructions neuves. Et ce serait un bienfait pour toutes les gens, que ce soit propriétaires ou locataires, qui habiteraient dedans. Voilà, il y a un bénéfice qui est réel. Il y a un bénéfice qui est réel. Sans embêter personne, hein, pour envoyer un mot poli. Alors, Tuc Duhal-Alain, je sais que Stéphane Cochet est prêt à commenter, mais je vais passer la parole à Tuc Duhal-Alain sur cette question globale du coup qu'on a commencé à... Plusieurs choses, parce que ce que l'on parle en général, c'est surcoût d'investissement. Ouais. Voilà. D'ailleurs, c'est ça que j'essaye de comprendre par rapport aux chiffres. Parce que c'est vrai qu'on a des chiffres, quand on les lit comme ça, finalement, tout le monde va se dire quel intérêt j'ai d'aller là-dedans. Je pense que le bon mot, c'est ça, c'est investissement. En fait. Je vais vous dire déjà, il y a plusieurs choses. Donc, d'où vient ce chiffre sur la... ce qu'il faut voir, je l'ai lu ce rapport, c'est intéressant de voir comment il est fait. En fait, ils ont auditionné 24, grosso modo, syndicats. Principalement de l'énergie. Il y a quand même 9 syndicats liés au gaz, au pétrole, au réseau de chaleur, dans ceux qu'ils ont auditionnés. Il y a à peu près 66% des gens qu'ils ont auditionnés qui vont avoir un impact, la RE 2020 va avoir un impact négatif pour leur métier. Voilà. D'accord. Donc, vous avez les 2 tiers des auditionnés quand même qui ont plutôt un avis plutôt défavorable. Il n'y a aucune audition d'organismes indépendants. ONG, association, architecte, zéro. Voilà. Donc effectivement, lorsqu'on auditionne des gens qui sont plutôt défavorables à la RE 2020, vous avez un résultat à la fin qui est à peu près défavorable. Exactement. Voilà, c'est clair. Nous, l'expérience que l'on a en construction passive, on a à peu près la moitié de nos dossiers. Ce sont des projets standards. Une mairie qui veut construire une école, un peu des logements. Systématiquement, on leur dit, écoutez, on va faire l'étude passive, la première phase de ce qui s'appelle l'avant-projet sommaire. On regarde ce que ça donne, on regarde combien ça coûte. Et la moitié des dossiers, on ne change pas le budget et on le fait en passif. C'est possible, franchement, c'est possible. La seule condition, c'est qu'il faut que ce soit un vrai travail d'équipe avec la conception, l'architecte, qu'on ait ça en tête, qu'on fasse attention, qu'on optimise le terrain, qu'on optimise la construction. Et effectivement, on passe en poteau-poutre. Enfin, la plupart de nos projets aujourd'hui, c'est poteau-poutre avec du béton. Et l'enveloppe, c'est du bois. Dernier niveau, on met du bois. Et on arrive à avoir des performances énergétiques et coûts qui, une fois sur deux, c'est le même coût. Le client, la seule chose qui l'intéresse, c'est quelle surface j'ai construite et quel montant global. Après, la façon dont on y arrive au milieu, c'est possible. Lorsqu'effectivement on raisonne à l'ancienne façon, c'est de dire c'est mieux donc c'est plus cher. Non, il y a des fois c'est mieux et c'est pas plus cher. Vous avez vu, il y a aussi même, par exemple, on peut faire un parallèle avec l'alimentation et le bio. On a toujours des études en disant les Français sont prêts à payer plus pour avoir du bio ou du plus, alors que finalement on peut avoir du bio, du bon aussi. Et il y a le surcoût d'investissement. Il y a le surcoût d'investissement. J'ai regardé là combien on a donné pour l'énergie. Vous savez, la hausse de coût de l'énergie là. Donc il y a eu 600 millions de chèques énergie là, et 5 milliards qui a été donné à EDF pour qu'il n'augmente pas ses prix. Donc ça fait 5 milliards 600 millions qui a été donné en un an, là, boum, pof, cette année, juste pour... Alors il y a 2-3 élections qui arrivent, donc j'imagine, je comprends un peu la logique. Mais avec ces 5,6 milliards, je suis d'accord que l'enjeu, c'est la rénovation, c'est pas le neuf. Enfin, c'est bien le neuf, enfin, il faut y aller, c'est même pas encore assez suffisant, mais c'est la rénovation. Si cet argent-là servait à subventionner 30% des logements qui sont en étiquette E, F et G, voilà, ça ferait 270 000 logements rénovés qui sont en étiquette E, F et G. Voilà, si on donnait 30% en plus des aides qui existent déjà, notamment je pense aux logements privés, etc., ça ferait une économie de 14,8 TWh. Donc c'est à peu près la puissance, ce que produit une petite centrale nucléaire. Voilà. Avec ces 5,6 milliards, vous rénovez 270 000 logements en subventionnant 30%. Ça fait une économie de 864 millions d'euros
d'énergie par an. Mais par contre, ça vient pas effectivement, ça vient pas pour l'État, ça vient pour les locataires qui, en général, en plus dans ces logements-là, sont plutôt des gens à faible revenu. Oui. Et il ne faut pas oublier que si on met le maximum d'argent, malheureusement, on doit faire des dépenses dans l'énergie, on les dépense pas aussi dans d'autres choses. Ce qui leur permettrait déjà de payer leurs factures, au lieu de subventionner leurs factures, et de payer leur loyer plus facilement. Voilà. La rentabilité, c'est 7 ans. Donc si on raisonne en coût global, pareil, à chaque fois qu'on raisonne en coût global sur la durée de vie du bâtiment, donc c'est le raisonnement du passif, hein, c'est la qualité qui prime avant le nombre, quoi. Enfin, avant... voilà. Donc en termes de coût, oui, ça va sûrement, va y avoir au niveau global une surhausse entre 0 et 10%. Oui. C'est clair. Au global, il y aura un surcoût. Mais maintenant, en coût global sociétaire, qu'est-ce que ça donne? Je veux dire, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut? Ça coûte combien l'impact écologique de réchauffement de la planète? Il y a cet incontournable, comme on dit. Puis il y a le confort d'usage aussi. Il y a le confort d'usage, mais il y a aussi un point important que moi je voudrais aujourd'hui, là, tous les acteurs que vous avez sur cette émission ont fait du passif, et en face de nous, souvent, on a le choix de faire un projet RT qui va coûter moins cher ou pas. Voilà. Demain, si on joue tous à armes égales et qu'on fait entre guillemets tous du passif ou de l'Aéro 2020 de qualité, la question elle se pose plus du tout de la même façon, parce qu'en fait, si tout le monde a les mêmes coûts de construction et qu'on va vers plus de qualité, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis promoteur immobilier. Le client, il va pas pouvoir payer plus cher. Il a le même pouvoir d'achat. Il va acheter, lui, sur le prix que le banquier peut lui prêter. Donc, la variable d'ajustement va se faire où? Sur le prix du foncier. Donc si moi, je vends une opération aujourd'hui 3 000 € et que je la construis pour 1 008, ou je la construis pour 1 500 plutôt, et que demain je la construis pour 1 008, et ben en fait, j'avais 1 500 pour le terrain, ben en fait, j'ai plus que 1 200, quoi. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, je vais aller voir le propriétaire foncier qui va céder le terrain, je vais dire, écoute, ben, je suis désolé, ton terrain, il vaut plus X, il vaut X moins 30 ou 40. Parce qu'on va tous construire au même coût, donc il n'y aura pas de surenchère. Moi, je vois sur des projets passifs, et ben en fait, forcément, vous pouvez pas lutter. Donc, si vous êtes avec un coût de construction qui est plus élevé sur un projet passif, vous avez un promoteur qui arrive à côté, qui veut acheter le même terrain, il va pouvoir surenchérir sur le terrain. Je pense qu'il faut qu'on arrête cette surenchère sur les terrains pour mettre de l'argent dans la qualité du logement, parce qu'on va s'y retrouver, les ménages vont s'y retrouver sur le long terme. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Et comme on l'a dit, la qualité de l'air, le confort acoustique, les choses comme ça, ça va aussi dans ce sens-là. Stéphane Cochet? Oui, donc... Pardon. Très concrètement, donc, si on veut parler coûts, je peux parler de 3 opérations qu'on a livrées entre, on va dire, 2016 et avec une opération qui est en cours. Donc c'est sûr que nous, on ne fait pas de la VFA. Donc on construit pour des gens qui vont habiter, notamment des bailleurs. Donc ils font attention à la maîtrise des charges de leurs futurs locataires pour pas créer de la précarité énergétique, voire après de la copropriété dégradée quand c'est de l'accession sociale. Donc nous, on fait très très attention à ces questions de charges. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'écrire RT, machin, mais derrière, comment on maîtrise les charges, aussi bien de consommation que d'entretien-maintenance, donc d'essayer de limiter. Donc nous, aujourd'hui, on construit des bâtiments avec des B-bio de moins 60 à moins 80%. Il n'y a plus de radiateurs dans les logements. Et on commence à avoir des premiers retours, si vous voulez, de consommation réelle sur facture de logement, où les charges sur l'eau chaude sanitaire et le chauffage, par exemple, pour un bailleur comme CDC Habitat, qui n'est pas un petit bailleur, comparativement à un échantillonnage d'une vingtaine d'opérations équivalentes à celles qu'on a livrées en 2016, RT 2012, on est à moins 65% de coût. Moins 65%. Ouais. Les logements n'ont plus de radiateurs. D'accord ? Donc des contraintes en entretien-maintenance beaucoup moins élevées, des sinistres beaucoup moins importants. Donc c'est un petit bâtiment de 17 logements en structure entièrement en filière sèche, en structure bois à R+5 à Montreuil. Ça, c'est un bâtiment en valeur en 2016 qu'on a sorti à 1 900 € du mètre carré chab, avec beaucoup de petits logements en plus, donc ce qui augmente. Par contre, on n'a pas de stationnement enterré. Je reviendrai sur la question des stationnements enterrés après.
une deuxième opération qu'on vient de livrer à Chanteloup-en-Brie de 58 logements, qui est donc un projet qui est le seul projet E3C2 en France avec du gaz, donc qui est pareil en conception passive. Il n'y a plus de radiateur dans les logements, on est en triple vitrage. Là, c'est du semi-collectif pour Expansiel. Ce projet sort à 1850 € mètre carré Chab avec des parkings semi-enterrés. Donc il y a toute une réflexion que nous on fait sur la question effectivement du parking. Et enfin, une opération en cours pour CDC Habitat de 60 logements. Pareil, tout est 100% bois, des bâtiments R+3, R+4, troisième famille. Pareil, triple vitrage en conception passive, ventilation double flux, etc. Qu'on sort, enfin qui est estimé aujourd'hui à 1950 € mètre carré Chab hors VRD, hein, les coûts que j'indique là, mais compris infra. Et là, pareil, on n'a pas de parking enterré puisque nous, voilà. Et je voudrais revenir sur cette question des parkings enterrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'interviens aussi comme AMO Innovation pour l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée. J'ai participé à une étude justement pour l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée sur la question des coûts. Donc, en fait, les coûts de la construction, on va dire, en superstructure, c'est une toute petite partie des coûts. Donc, il y a plein d'autres coûts qui sont en fonction de comment on lance un appel d'offres, quelles sont les contraintes du terrain. Et on voit que de plus en plus, les terrains sur lesquels on est amené à construire, c'est des terrains très difficiles, puisque le foncier, en plus avec le zéro artificialisation nette, on voit que le foncier commence à être une denrée très rare. Et souvent, on hérite de terrains qui sont très compliqués au niveau des caractéristiques en sous-sol. Les constructions font que, avec des parkings enterrés, font qu'on a de plus en plus de phénomènes de remontée de nappe. Et du coup, on s'aperçoit que les coûts des parkings, en fait, enterrés, peuvent représenter des coûts de l'ordre de 1 000 €, de 800 à 1 000 € du mètre carré de la place de parking. Donc, c'est-à-dire qu'on est prêt aujourd'hui à mettre 850 à 1 000 € du mètre carré dans un stationnement enterré. Pour une bagnole. Donc, si vous voulez, quand vous avez ces coûts-là... Alors qu'on dit qu'il doit y avoir justement moins de voitures ou des voitures électriques. Quand vous êtes face à des coûts comme ça, c'est sûr que ça se fait au détriment de la qualité du logement. Puisqu'en fait, votre argent, il passe dans les sous-sols, dans les infras, dans les fondations profondes, dans les cuvelages, dans les pompes, etc. Donc à un moment donné, si on veut vraiment faire de la qualité du logement, il faut réinterroger la place que doit avoir la voiture dans nos bâtiments. Et nous, aujourd'hui, on milite pour sortir les voitures des bâtiments, construire des parkings à silos. En plus, aujourd'hui, on sait faire des parkings à silos en bois qui peuvent capter du carbone et repenser notre rapport à la mobilité et sortir la logique de mobilité de la parcelle immobilière. Et donc de commencer à travailler sur des mutualisations, repenser notre rapport à la mobilité. Il faut savoir qu'une voiture, globalement, ça occupe 140 mètres carrés si on compte les routes, si on compte les places de stationnement. C'est une consommation cachée qui est énorme et qui nous coûte à tous très cher. Oui, mais au-delà de ça, il y a un bilan carbone aussi du placement sous-sol. Moi, je fais le même constat que Stéphane Cochet, c'est-à-dire que sur mon opération, on est à 1 800 € hors taxe du mètre carré sur de la maison individuelle, groupée. Donc j'ai fait une opération qui s'appelle le domaine d'Adèle à Villeneuve-Saint-Georges qui a été livrée il y a 1 an et demi. Et bien pareil, on a fait des parkings aériens qui nous ont permis d'imperméabiliser, qui sont des parkings infiltrants, il n'y a pas de sous-sol. Voilà, on est dans les mêmes budgets et on est sur des maisons de 80 mètres carrés où on est sur des consommations de moins de 1 € par jour. Donc c'est exactement voilà, on a les mêmes chiffres. Donc je pense que, je sais pas si Tugdual le confirme. Sur les coûts, je suis d'accord, on a une opération. Le coût n'est pas forcément lié à la qualité environnementale ni performance énergétique. Là, on travaille on va réceptionner début janvier, d'ici 15 jours, pour un promoteur privé, Kermarek, une trentaine de logements avec un parking semi-enterré. À Rennes, on est dans les 1 450 € du mètre carré, et ils se sont aperçus qu'en fait, ça revenait au même prix que leurs autres opérations. Voilà, il n'y avait pas de différence de coût, parce qu'effectivement on a optimisé leur opération sur le terrain, il y a eu un vrai travail là-dessus.
Et donc là, ils attendent le fonctionnement du bâtiment. C'est leur premier bâtiment passif. Et clairement, leur politique, c'est si ça fonctionne, ils généralisent le passif. Donc pour la RE 2020, c'est la même chose. Le gros problème, c'est les changements d'habitude. Vous changez d'habitude, un mode constructif, une façon de voir. La RE 2012, c'était une catastrophe. Et en fait, ce qui s'est passé, tout le monde a rajouté 3 cm d'isolant et c'était bon. Non, mais en fait, l'Aéro 2012, si on peut revenir dessus, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on a eu. Moi, j'étais directeur commercial à l'époque, en 2009-2010, chez un grand promoteur. Et en fait, on nous a dit voilà, si vous voulez avoir la défiscalisation Cellier et continuer à bénéficier du prêt à taux zéro, il va falloir être BBC. Alors, d'un seul coup, tout le monde s'est engouffré dedans parce qu'on s'est dit, effectivement, comme un logement sur deux en promotion est vendu grâce à ces aides, on s'est engouffré en fait là-dedans. Et c'est amusant parce que le 1er janvier 2013, tout le monde faisait de la RT 2012. Il n'y avait plus de problème. Et ben, là, en fait, le gouvernement est en train de faire sensiblement pareil avec le Pinel. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous disent, voilà, si vous n'allez pas vers quelque chose qui est au-delà de l'Aéro 2020, première approche, on va vous réduire le Pinel de 21% de défiscalisation à 17,5%. Ensuite, on va le passer à 14%. Qu'est-ce qui va se passer? Le promoteur, voyant que son petit copain d'à côté, lui, peut proposer de la défiscalisation plein pot à 21%, va vouloir faire de l'Aéro 2020 plus. Et ça va tirer le marché vers l'eau avec la carotte et non pas le bâton. Et je pense que ça, c'est la bonne technique. Parce que dans ce cas-là, on va embarquer tous les réticents. Et quand vous commencez à vous poser les questions sur l'Aéro 2020, et vous vous dites, mais attendez, si je vais un peu plus loin, si je fais du logement passif, je vais vraiment pouvoir vendre cette qualité à mes clients et leur prouver qu'ils achètent un logement qui est meilleur. Alors je vois que vous êtes enthousiaste, mais je vois aussi le temps qui file. Donc, mais juste, vous allez pouvoir commenter, hein, je vous interromps pas, mais c'est vrai que peut-être arriver à une forme de conclusion à travers tout ce que vous avez dit, c'est que on voit bien peut-être, et c'est pas toujours le cas, il peut y avoir une hausse des coûts, mais dans tous les cas, si on va vers de la massification, peut-être de l'innovation aussi, et peut-être une autre façon de travailler. Et ce qui est intéressant, c'était ce que vous avez souligné tout à l'heure, l'idée de réfléchir aussi très en amont. On n'arrête pas d'en parler du collectif depuis ce matin. Clairement, c'est l'intelligence collective. On y arrive à chaque fois quand on travaille en intelligence collective, compris le client, compris le maître d'ouvrage. Kermarec, ça a été ça. Nos autres projets, c'est pareil. Lorsqu'on arrive à la façon entre guillemets traditionnelle, le promoteur fait un permis avec un archi, surtout pas de BE parce qu'il faudra le payer avant, juste au moment du permis, et on arrive, faut trouver 15% d'économie, c'est trop cher. Je dis, c'est fini, la conception elle est faite, c'est à la conception qu'on gagne de l'argent. Je suis persuadé qu'il y aura de l'innovation. Je suis persuadé aussi, parce qu'on a cherché qu'est-ce que c'est la RE 2020 entre guillemets limite, c'est-à-dire je raisonne entre guillemets le promoteur, si je peux économiser 1 cm d'isolant, je l'économise. et on voit que ça, sur certains projets, en tout cas pour la première phase, là, ça change pas énormément de choses. On peut y arriver. Donc il y aura toujours des projets comme ça. Par contre, je suis persuadé que ça va amener de l'innovation, ça va amener à réfléchir ensemble. Les surcoûts, sincèrement, aujourd'hui, on se prend 15 à 20% sur les hausses de matériaux. Dans les appels d'offres, c'est ça, facile. Personne se dit oulala, d'où ça vient. Il n'y a pas eu de réglementation. Et ça continue. Voilà. Et c'est pas lié au mode constructif. Donc, si on est intelligent et si on réfléchit, on peut arriver à maîtriser les coûts tout à fait normalement et continuer à construire en termes de nombre. Voilà. Stéphane Cochet. Oui, donc moi je dis, il n'y a pas besoin d'innovation au sens où on a déjà toutes les techniques, si vous voulez, qui sont là, qui sont éprouvées. Par contre, on a besoin de compétences et de requalification globale des métiers du bâtiment. C'est-à-dire que passer d'une culture, comme je disais tout à l'heure, qui est basée sur le coulage et l'encollage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ouvriers sur les chantiers, c'est des mecs qui coulent et qui collent. Voilà. C'est ça le bâtiment en France. Donc on a déqualifié totalement le bâtiment en France. Et l'enjeu, si vous voulez, de revenir à une culture de l'assemblage, et donc d'intelligence. L'assemblage, c'est le langage, c'est l'intelligence. Comment on assemble des choses avec les unes avec les autres. Ça demande de la qualification. Donc il y a un enjeu
globale de requalification des métiers du bâtiment, de faire revenir les jeunes dans le bâtiment, parce que c'est vrai que d'enfiler des grosses bottes, d'être dans la flotte toute la journée, dans l'humidité, au cul d'une trompe qui crache du béton, c'est pas super passionnant, c'est pas super valorisant. Par contre, la culture de l'assemblage, c'est la culture première des charpentiers, qu'ils soient charpentiers métalliques, charpentiers bois, hein, les coffrages au départ étaient faits par les charpentiers bois. Ça, c'est de l'intelligence, ça, c'est de la qualification. Maintenant, ce que je voudrais seulement dire rapidement, c'est que sur le projet qu'on a livré là, à Chanteloup, qui est E3C2 en gaz, le bilan carbone de l'opération, donc maintenant on parlerait IC Construction, à l'époque on parlait de PCE, on est à 450 kg équivalent CO2 du mètre carré SDP. Sans appliquer la CV dynamique et sans rapporter ça à la CHAB, puisque maintenant l'IC Construction est rapportée à la CHAB. 450. En 2030, les objectifs sur l'IC Construction, c'est 460. Vous voyez, on est déjà en dessous, sans avoir appliqué les trucs, les ACV, dynamiques, etc. Sur l'énergie, au total, donc, on est au global à 1050, moins de 1050, 1025 kg équivalent CO2 moyen par mètre carré. Si je passe en biogaz, donc si je suis plus en gaz, mais en biogaz, en prenant les indicateurs kilowattheure, gramme, équivalent CO2 par gramme kilowattheure, en fait, je tombe à 660 kg équivalent CO2 IC énergie plus IC construction, sachant que en 2030, c'est 460 plus 260, c'est-à-dire 720 kg. Donc je suis déjà en dessous si je passe en biogaz. Donc vous voyez que rien que de passer sur du biogaz, donc de changer le modèle, le mix énergétique, je divise pratiquement par 2. Et donc c'est pour ça que je dis l'impact, enfin l'effort, si on veut vraiment avoir une politique bas carbone impactante en France, pour nos enfants et pour nous, puisque là, les réchauffements climatiques, il est là, c'est sur la construction qu'il faut mettre le paquet. Et enfin, je voudrais finir sur un seul truc. Une des choses qui commence à avancer dans la RE2020, c'est la prise en compte du confort d'été. Il faut savoir que nos bâtiments, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout adaptés, que ce soit la RT 2012, mais même la RE2020, aux canicules, qu'on va se prendre de plus en plus dans la tête, et le risque que le monde du bâtiment aujourd'hui ne prenne pas ces scénarios du GIEC, le RCP 2.6 par exemple, en compte dans ces modélisations, c'est très grave, parce que ça veut dire qu'on va équiper tous les logements de climatisation. La climatisation dans le monde, c'est le premier émetteur carbone de gaz à effet de serre. Mais sans parler de la consommation d'énergie. Alors on va arriver, juste parce que je vois le temps qui fait, je comprends évidemment, et c'était des messages importants aussi à passer. Alors une conclusion aussi, Maxime Brun. Moi, la conclusion, elle est très simple. Je pense qu'on est en train de vivre une rupture dans nos métiers. Je pense que la RE 2020, c'est le début du commencement en fait, de l'industrialisation et de la construction hors site. Alors aujourd'hui, vous avez des acteurs comme Pascal Chazal qui sont des acteurs... Qui fait partie du comité de pilotage, de toute façon, de notre émission. Qui est très connu. Et voilà, vous avez des personnes comme moi ou comme Stéphane maintenant qui construisent hors site. Voilà. Donc ça, je pense que c'est inévitable de façon à pouvoir faire des logements de qualité, performants dans les années à venir. Et voilà. Moi, je ne fais pas de hors-site, je fais de la préfabrication. Oui, préfabrication. Mais je ne fais pas de hors-site. C'est-à-dire qu'on fait non, je ne fais pas de hors-site. D'accord. Voilà, quand je dis préfabrication, c'est-à-dire qu'on va fabriquer un panneau, on va le poser, etc. Hors-site. Oui, voilà. Tout mettre dans le hors-site. C'est-à-dire qu'on va faire un peu d'éléments. Moi, je vais aller plus loin parce qu'effectivement, je vais passer du panneau au 3D. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, on va devoir rénover à 2050 plus de 10 millions de logements pour les faire passer en A. Ce qui veut dire qu'on va avoir un déplacement de la main-d'œuvre qui, elle, va aller sur site, c'est-à-dire rénover des logements, comme le disait Tocqueville tout à l'heure. Et ça veut dire qu'en fait, on va manquer de main-d'œuvre dans la construction neuve. Et je pense qu'on doit ramener des jeunes et des personnes qui viennent d'autres secteurs, par exemple, comme le secteur automobile ou des jeunes qui vont aller, comme on parlait, des charpentiers, des choses comme ça, sur des métiers à plus forte valeur ajoutée, construire du logement neuf, mais plus complexe, plus technique, et qui va être servi de façon, on va dire, industrielle et mécanisée, comme on le fait avec une automobile, parce qu'il n'est pas normal qu'on ait des évolutions dans l'automobile qu'on n'a pas vues dans le logement. C'est-à-dire que personne n'accepterait d'acheter une Renault 5 comme on la conduisait en 1980. Et ben, on fait encore ça dans le logement. Voilà. Je voudrais seulement préciser un truc. Alors, terminer parce que je vois le temps qui file et il y a encore beaucoup de séquences. Pour ramener sur la réhabilitation, il faut savoir que nous, on a travaillé par exemple sur des programmes comme Energy Sprong. C'est des façades préfabriquées bois
qui arrivent tout équipés avec de la double flux intégrée, du triple vitrage et qui viennent réhabiller les bâtiments. Et ça, c'est de la préfa en atelier. Ça répond à une partie du problème, mais en fait, vous aurez quand même un ouvrier qui va devoir se déplacer dans le logement de la personne. Voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'au-delà du coût, on a parlé de beaucoup d'autres sujets majeurs, le neuf, mais aussi la rénovation dont on parle régulièrement et qui est un enjeu aussi. Donc, merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois pour votre enthousiasme. Stéphane Cochet, architecte chez A3 Architectes, à Maxime Brard, donc fondateur d'Ecolocos, qui devient Woodblock, on a bien compris, et puis Tugdual Alain, gérant d'équipe ingénierie. On va marquer une courte pause et on va s'intéresser justement à la rénovation énergétique dans les territoires avec un projet emblématique, Green Factory à Lyon. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.